En Israël, on pense que la raison pour laquelle l'administration Biden veut absolument éviter une opération à Gaza, c'est tout simplement parce que c'est la meilleure manière de perdre le Michigan, c'est-à-dire un État particulièrement important pour l'élection américaine en novembre, et qui est constitué notamment d'électeurs musulmans américains. Et donc, on croit fermement dans le Parti démocrate que ceci empêcherait cela, tout en sachant que Donald Trump a aujourd'hui de l'avance sur Joe Biden. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne vous demande pas si vous avez célébré la Mimouna hier soir, mais par contre, je vous demande de nous remettre un peu dans l'atmosphère, dans l'atmosphère, on va dire, politique, à la fois politique et diplomatique et sécuritaire, comme je le disais à l'instant. On parle beaucoup d'un accord qui est possible et qui pourrait, en tout cas, empêcher une opération militaire israélienne à l'intérieur de la ville de Rafah. On a l'impression que les Américains exercent de nombreuses pressions sur l'État d'Israël pour qu'il n'y ait pas justement d'opération dans la bande de Gaza à Rafah. Mais la question que l'on se pose, c'est le prix à payer. On a le sentiment que Israël pourrait accepter un marché qui est revu, on va dire, à la baisse, ou en fait une sorte de marché comme on en avait entendu parler au cours des derniers mois. Pour l'instant, le Hamas ne répond pas. Est-ce que vous pensez, Myriam, que si le Hamas effectivement ne donne pas de réponse positive et fait traîner les choses, que, eh bien, malgré tout, Israël doit lancer une opération à l'intérieur de la ville de Rafah? Alors, il y a beaucoup de questions à votre question, Daniel. Mais déjà, d'une part, Michael Shemesh, donc notre confrère chez Cannes, vient de révéler ce matin que l'opération à Rafah, qui est autorisée et qui est prête du point de vue militaire, a été déjà repoussée 2 fois par le Premier ministre Netanyahou, selon ses informations. Donc, on comprend bien effectivement qu'en coulisses, on a les pressions que vous venez d'évoquer, et effectivement, toute la question de savoir est-ce qu'Israël va renoncer à cette opération qui, aux yeux d'Israël, est absolument primordiale, à la fois pour éliminer complètement les derniers bataillons du Hamas qui demeurent, pourquoi pas mettre la main sur le numéro 1 et le numéro 2 du Hamas, donc j'ai nommé Sinwar et Mohamed Def, et également mettre un terme à toute la contrebande et toute la vie politique et gouvernementale en fait du Hamas qui continue de se tenir à partir de cette ville de Rafah. On comprend bien pour Israël la nécessité ou en tout cas l'importance, et les Israéliens qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, vous et moi on en parle souvent, mais pour le coup il y a un consensus assez large dans la société israélienne sur la nécessité d'aller jusqu'au bout de cette opération et jusqu'au bout de cette guerre pour ne pas avoir besoin d'y retourner, finalement, puisque les Israéliens ont compris qu'à chaque fois qu'ils laissaient une opportunité au Hamas de se remettre, eh bien, ils en payaient les conséquences quelques années plus tard. Donc ça, c'est sur le sentiment dans la rue. Maintenant, que va faire Netanyahou? Effectivement, Yair Lapid, le chef de l'opposition, l'a accusé de sacrifier les relations israéliennes avec les États-Unis, sacrifier éventuellement un accord de normalisation avec Riyad, l'Arabie Saoudite, pour contenter ces ministres d'extrême droite, de droite. Donc j'ai nommé Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Donc effectivement, le dilemme est très important pour Netanyahou, tout en soulignant, Daniel, que vous avez parlé de la fête, qui n'est pas encore finie en diaspora, mais qui est finie en Israël, et en sachant que normalement le Hamas était censé donner sa réponse lundi. Or, nous sommes mardi, et pour l'instant, pas de réponse de la part du Hamas. Est-ce que ce serait la première fois que le mouvement islamiste tiendrait compte des fêtes juives? On ne pense pas. Donc, effectivement, j'ai tendance à être assez pessimiste. C'est pas la première fois qu'en Israël, il y a une espèce de montée de tension comme ça en vue d'un accord. Et finalement, ça retombe comme un soufflet. Donc, qu'est-ce qui nous prouverait que cette fois-ci serait différente? Je ne sais pas. D'autant plus que, selon certaines informations, eh bien, Yahya Sinwar semble vouloir faire délibérément traîner les choses. Il traîne des pieds et il se conforte de la situation dans laquelle il évolue, puisque finalement, eh bien, la pression internationale fait le travail à sa place, puisque on le voit, les manifestations, les campus américains, Sciences Po par ailleurs, et toutes ces manifestations, eh bien, servent la cause palestinienne en général et ses intérêts à lui en particulier. Mais oui, bien entendu, on a vu pendant cette fête de Pessah une montée en puissance avec les étudiants qui sont entrés dans la danse, que ce soit les étudiants américains ou les étudiants français à Sciences Po. Donc cette espèce de vague qui prouve bien au Hamas, d'ailleurs, qui s'est fendu d'un communiqué, mais qui prouve aussi au régime islamiste d'Iran
que leur propagande fonctionne, que ces jeunes-là sont complètement confus sur qui sont les oppresseurs et les opprimés au Proche-Orient et ailleurs, d'ailleurs, et que donc ça fonctionne plutôt bien, et que l'administration Biden notamment est sous une immense pression pour obtenir un accord. Amit Segal de la chaîne 12 l'a dit hier sur CNN, très franchement, en Israël, c'est-à-dire à Jérusalem, on pense que la raison pour laquelle l'administration Biden veut absolument éviter une opération à Gaza, c'est tout simplement parce que on est convaincu que c'est la meilleure manière de perdre le Michigan, c'est-à-dire un État particulièrement important pour l'élection américaine en novembre, et qui est constitué notamment d'électeurs musulmans américains. Et donc on croit fermement dans le Parti démocrate que ceci empêcherait cela, tout en sachant que Donald Trump a aujourd'hui de l'avance sur Joe Biden, et que Joe Biden n'est pas du tout favori ni des sondages, ni finalement de l'humeur de la rue. Même les démocrates sont pas très enthousiastes par rapport à sa candidature, donc en mauvaise posture. Et donc pour eux, la seule façon d'éviter l'hécatombe, pour le coup électoral, ce serait d'éviter une hécatombe à Rafah. Est-ce que finalement, on a le sentiment qu'Israël est le dos au mur, alors que ça aurait dû être le Hamas, ces six noirs qui devaient se retrouver le dos au mur dans les tunnels de Gaza? Est-ce que finalement, on n'a pas, à travers une potentielle opération militaire israélienne dans la ville de Rafah, une sorte de levier de pression solide envers les Américains, et qui peut permettre, par exemple, à Netanyahou d'exiger une sorte d'accord cadre qui ne se limiterait pas à un échange entre prisonniers israéliens, otages israéliens et prisonniers palestiniens, durée de cessez-le-feu, etc. Mais peut-être y inclure ce fameux package, ce deal entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, qui permettrait aux États-Unis, qui visiblement le souhaitent, un accord stratégique avec Riyad et une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Pourquoi finalement les Israéliens n'arrivent pas à faire rentrer cela dans le cadre d'un accord? Oui, alors bon, ce qui est important de souligner, c'est qu'il est tout à fait possible qu'un accord de la sorte soit en train d'être négocié. C'est-à-dire que Netanyahou, c'est le roi du travail en coulisses, et puis ensuite de sortir de son chapeau quand il jugera bon et propice d'un point de vue politique pour lui, d'expliquer aux Israéliens ce qu'il était en train de négocier. Donc effectivement, en off, on comprend bien, le public israélien comprend bien que cette opération à Rafah aurait pu avoir lieu déjà depuis le mois de janvier. Nous sommes à la fin du mois d'avril, d'accord? On a rappelé toute une seconde vague de réservistes assez fins, c'est-à-dire que Tsahal est prêt, plus que prêt, on le comprend bien. Or, ça traîne depuis des mois, et puis on a constamment ces échanges politiques avec ces accusations mutuelles entre Benny Gantz qui affirme que si le gouvernement rate cette occasion de faire revenir les otages, ou du moins une partie des otages, eh bien, il n'a plus de raison d'exister. Et inversement, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui se fendent ce week-end, juste avant la fête, de communiquer avertissant Netanyahou que son gouvernement n'aura plus lieu d'être si jamais, eh bien, il accepte ce qu'il considère comme une défaite, ce qu'il considère comme une défaite face au mouvement Hamas qu'il qualifie de nazi. Donc effectivement, on comprend bien que Netanyahou est un peu pris entre le marteau et l'enclume. Ça me fait un tout petit peu penser, même si évidemment les circonstances sont absolument terribles et différentes, à ce qui s'est passé, rappelez-vous Daniel, il me semble au 3e tour d'élection, donc quelque part entre 2019 et 2020, alors que Netanyahou avait promis une annexion. D'accord. Il s'agissait du deal du siècle de Donald Trump, et il s'agissait de se mettre dans la poche les leaders, notamment des implantations de Judée-Samarie, en promettant une annexion historique. Et puis finalement, tout ça avait fait pouf. Et à la place de ça, on avait obtenu les accords d'Abraham. Au début, les Israéliens étaient d'ailleurs un peu sceptiques. Personne n'avait très bien compris ce que ça représentait à l'époque. Et il y avait une espèce de déception dans le public de droite israélien en disant on était parti pour quelque chose d'historique et puis on arrivait à autre chose. Je ne serais pas du tout étonnée que Netanyahou soit en train de mettre en place, d'installer, si vous voulez, les éléments de décor de la scène dont il a besoin pour arriver face au public israélien dans un mois, dans 2 mois, dans quelques semaines même peut-être, en disant nous avons obtenu un accord historique, et de rappeler notamment, effectivement, l'opération extraordinaire de défense aérienne qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant, et qui a mis en avant justement à quoi ressemblerait l'avenir du Proche-Orient lorsque les forces modérées sunnites s'allient aux juifs et aux chrétiens d'Occident pour faire face aux islamistes. Et c'est vrai que
beaucoup d'Israéliens sont tentés, voire s'armer, voire absolument mesmérisés par cet horizon possible. En échange de quoi? Tout est de la question. Oui. Il faut dire quand même que aujourd'hui, on fête aussi, c'est quoi maintenant? Vous êtes meilleur que moi avec les dates, Daniel, mais la fameuse lettre de Bush à l'ancien premier ministre Sharon, qui promet aux Israéliens que s'ils se retirent de la bande de Gaza, les États-Unis feront tout pour les aider à annihiler toute menace terroriste qui pourrait exister sur la bande de Gaza. Ça, c'était au début des années 2000, il y a 20 ans maintenant. On comprend très bien ce qu'il est advenu de cette promesse. Donc, on comprend aussi que Netanyahou a vraiment besoin de garanties sécuritaires qui sont différentes de ce qu'on a connu auparavant. Alors justement, je voudrais qu'on se projette sur le plan diplomatique parce que l'activité diplomatique semble reprendre de plus belle ici dans la région. Il y a la visite du ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui arrive aujourd'hui en Israël, qui doit rencontrer les responsables israéliens. Il était à Beyrouth, il était, si je ne m'abuse, aussi pendant la fête à Riyad. Tentative de sa part, bien entendu, d'essayer de faire baisser la tension le long de la frontière entre Israël et le Liban, et peut-être d'essayer de trouver un règlement également dans la bande de Gaza. Et puis, il y a ces déclarations de ministre de Joseph Borrell, le préposé à la diplomatie au sein de l'Union européenne, qui affirme que plusieurs pays européens vont reconnaître l'existence d'un État palestinien. Comment vous interprétez ce qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un courant, un flux majeur qui pourrait permettre une sorte de reconnaissance d'un État palestinien? Et quelle est la valeur, on va dire concrètement sur le terrain, d'une telle reconnaissance? Est-ce que ce sont juste des propos, des paroles, ou il y a à la clé des actes qui pourraient embarrasser Israël? Permettez-moi d'être un petit peu sceptique, Daniel. Ce sont les Européens et la France en tête qui tentent d'avoir une voix dans ce conflit sur lequel ils ont depuis longtemps perdu la mise, et puis notamment le Quai d'Orsay et la présidence, Emmanuel Macron, qui ont envoyé des messages assez brouillons, j'ai envie de dire, depuis tous ces derniers mois sur la guerre, un coup étant très va-t-en-guerre, comme on a pu voir Emmanuel Macron, un coup étant très très accusateur envers Israël, enfin une partition qui est loin d'être claire et limpide, qui correspond elle aussi, on le comprend bien, à des impératifs de politique intérieure, avec les élections européennes qui arrivent tout juste là, une échéance en juin, qui est une échéance importante à 3 ans de la présidentielle en France, avec la montée notamment de l'extrême droite en France. Je pense que effectivement, il y a cette conception américaine cette conception européenne, mais d'ailleurs américaine aussi, en tant qu'affaire, qui consiste sempiternellement à dire que il faut remettre tout remiser sur la solution à 2 États, c'est qu'on va ressortir par le haut avec une solution diplomatique. On comprend aussi que c'est une façon de permettre aux Palestiniens de sauver la face, de sauver la mise, et d'avoir le sentiment de sortir de cette guerre avec quelque chose en main, même si honnêtement la plupart des chancelleries aujourd'hui comprennent très bien que ça a très peu d'avenir. L'autorité palestinienne n'est pas considérée comme un partenaire j'ai envie de dire intègre, ou en tous les cas même fonctionnel. Tout le monde comprend très bien que c'est à bout de souffle, comme son président Mahmoud Abbas, et qu'on ignore le futur qu'aura l'autorité palestinienne une fois que celui-ci aura disparu. Bon, il faut quand même rappeler qu'il a été élu en 2004, donc ça fait maintenant 20 ans qu'il est élu pour un mandat de 4 ans, et que on a vu le soutien des Palestiniens de Judée-Samarie / de la Cisjordanie pour les actes du 7 octobre. Donc on comprend très bien vers où se dirige l'opinion palestinienne, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Donc j'ai du mal à croire que n'importe quel diplomate qui vaille son sel mise vraiment sur une situation diplomatique. Il s'agit encore une fois de jouer la carte d'apaisement et de montrer que on est en faveur des deux côtés, que on joue l'apaisement notamment face à son électorat intérieur, et ceux qui sont soit les populations immigrées en Europe, soit les gens qui sont choqués par les images de Gaza, ce qu'on peut tout à fait comprendre, quand les médias étrangers montrent cette guerre de façon totalement disproportionnée, de façon totalement biaisée par rapport à la façon dont sont couverts tous les conflits militaires dans le monde par rapport à cela.
bon, on comprend qu'il y a un besoin de jouer l'apaisement. Est-ce que vraiment quelqu'un mise aujourd'hui sur une solution? J'y crois pas du tout. Alors, je voudrais juste, pour terminer, vous demander de revenir sur un peu sur ce qui a marqué, on va dire, cette fête de Pessard, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur les campus américains en particulier, mais aussi à Paris, à Sciences Po. Comment, vous, en tant qu'observatrice de ce qui se passe, à la fois en Europe, aux États-Unis et en Israël, comment vous percevez de tels développements? Comment tout cela est-il possible? Comment des étudiants d'universités prestigieuses qui sont censés être les futures élites des pays occidentaux, bien peuvent-ils se conduire de la manière dont on voit qu'ils se conduisent, même s'il faut être peut-être prudent par rapport à l'ampleur du phénomène. Mais comment vous expliquez tout cela? Comment vous expliquez qu'Israël se retrouve sur le banc des accusés, alors que c'est lui qui a été victime le 7 octobre? Comment vous expliquez les critères on va dire, de comportement qui existent aujourd'hui dans le monde occidental? Est-ce qu'on est tout limité au wokisme, à ce mouvement du wokisme qui semble se développer, qui fait visiblement des dégâts on va dire, dans l'esprit des gens, parce que finalement, on est incapable d'aller voir une solution ou de réfléchir de manière complexe ou de manière nuancée à des situations problématiques. Quelle est votre appréciation, Myriam, sur ce phénomène? Oui, alors déjà, je vous rejoins totalement sur le fait que il faut être mesuré sur l'ampleur du phénomène. On comprend bien, vous avez eu 18 ans, Daniel, moi aussi, et j'imagine que vous étiez plus radical à l'époque qu'aujourd'hui, parce que quand on a 18 ans, on n'a pas tellement le sens de la nuance, et on n'a pas tellement d'expérience pour comprendre que les choses sont plus complexes qu'elles en ont l'air. On peut prendre tout simplement l'exemple israélien. Hein. Vous savez, à chaque scrutin israélien, quand on attend ce qu'on appelle les voix des soldats, donc les urnes électorales qui sont éparpillées un peu partout dans les bases militaires d'Israël, et quand elles reviennent, ces voix-là, elles accordent toujours un mandat de plus, soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite en Israël, parce qu'on comprend bien que des soldats du temps ont tendance à avoir des vues radicales. Voilà, c'est le propre de la jeunesse, et on est un petit peu, cette société occidentale notamment, obsédée par la jeunesse, et on a tendance à en faire des choux gras de ce que disent les jeunes, et on oublie un petit peu que ces gens-là sont à peine sortis du lycée, d'accord, et sans parler du fait que on comprend bien aujourd'hui qu'il y a un épiphénomène avec le fait que ces jeunes n'ouvrent plus tellement des livres d'histoire, mais s'informent sur TikTok, et donc évidemment n'ont pas tellement de vues complexes, ou en tout cas pour le moins historiques sur le conflit. Et après, au-delà de ça, il faut apprécier la situation culturelle américaine. Cette génération-là, c'est une génération qui a été enfermée chez elle par l'épidémie du Covid, donc a passé qui plus est plus de temps sur TikTok. Et quand elle en est sortie, plus ou moins, ou en tout cas, c'était pour apprécier ce qui s'est passé en 2020, avec notamment la mort de George Floyd et les énormes mouvements que ça a créé, que ça a généré aux États-Unis. Les États-Unis sont dans une situation de crise. Hein. Les Américains ont perdu confiance en eux. Ils ont cette espèce de mélancolie par rapport à leur propre histoire, avec une profonde, j'ai envie de dire, même une sorte de dépression collective par rapport au fait qu'il y a eu ce rêve américain où il se présente comme the land of the free, donc la terre des gens qui sont libres. Et la terre des gens qui sont libres ont été parmi les derniers à abolir l'esclavage. Et une fois qu'ils ont aboli l'esclavage, ils sont passés par la case ségrégation. D'accord ? Donc c'est un héritage compliqué pour eux à gérer. Et aujourd'hui, cette génération, donc on parle beaucoup, hein, la Gen Z a beaucoup de mal, je pense, à réconcilier les différents narratifs et les différents discours sur les États-Unis. Ils ont perdu cette espèce de fierté d'être américains comme il existait avant, et cette espèce de conviction qu'avaient les générations américaines précédentes d'être dans le juste, d'être dans le bon, de défendre la liberté, de défendre la démocratie dans le monde. Et aujourd'hui, ils sont dans une crise réactionnaire, un petit peu, je pense, comme il a existé en France en mai 68, par rapport aux générations précédentes, avec l'impression qu'on leur a menti, que tout l'héritage des États-Unis, si vous voulez, est à jeter à la poubelle, entre guillemets. Ils sont en train de jeter le bébé avec le boudin. C'est un petit peu normal. C'est des mouvements de pendule où ils ont une réaction. Ils sont en train de revoir leur propre histoire. Et donc, à partir du moment où ils sont dans cette démarche-là, pour eux, tout ce qui ressemble de près ou de loin, alors vraiment de très très loin, hein, et il faut dire quand même, les Américains, ils sont ils ont une petite tendance à ethnocentrique comme ça.
Bon, c'est pas pour rien, ils sont un énorme pays, ils parlent anglais, ils ont l'impression que le monde entier est un petit peu comme les États-Unis. Et donc, ils ont l'impression qu'à partir du moment où les Juifs, on a certains, hein, pas tous, la peau claire, et aux États-Unis, la communauté juive, Dieu merci d'ailleurs, a bien réussi et a réussi à s'intégrer dans les hautes sphères de la politique américaine, de la culture américaine, du business américain. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont ce que à l'époque du communisme on appelait les possédants. Voilà, c'est la classe. C'est the 1%, comme il y avait le 1%, comme il y avait dans la révolte de Wall Street. C'est les dominants, c'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir. Ils ne comprennent absolument pas l'histoire juive dans son ensemble, puisqu'ils ne connaissent que la communauté américaine. Et la communauté américaine, elle n'a pas vécu la Shoah, elle a été protégée, mais depuis pas tellement longtemps, hein, mais 50 ans, 70 ans, 80 ans. Donc, elle a vécu relativement épargnée de traumatisme. Elle a bien réussi. Donc, pour eux, aujourd'hui, par définition, si c'est ça les Juifs n'ont certainement pas besoin d'État au Proche-Orient, puisqu'ils ont qu'à tous être américains et vivre à Beverly Hills ou dans le Upper East Side, hein, visiblement. Et donc, puisqu'ils n'ont pas besoin d'État, pour quelles raisons ils ont besoin de se battre au Proche-Orient face à des peuples nomades, des peuples indigènes, avec toute l'idéalisation et la romantisation qui est faite, où il y a beaucoup de choses qui vont là-dedans, hein, c'est-à-dire dans une démarche de protection de l'environnement. Alors les peuples indigènes savent mieux prendre soin de l'environnement que nous, qui sommes des gens capitalistes et agressifs. Voilà, il y a toute une romantisation qui est faite de cette idée assez raciste, hein, je dois le dire, hein, de cette idée exotique comme ça, de ces peuples à la peau brune, qui sont forcément purs et qui sont forcément beaucoup plus proches de la terre et qui ont forcément raison, puisque eux font partie de la classe des opprimés. À partir de ce moment-là, vous voulez, on l'a bien compris. Je pourrais en continuer à en parler des heures parce que cette histoire de la communauté américaine me passionne, mais si vous voulez, quand on est dans cette vision-là, par définition, Israël aura toujours tort, quels que soient les faits sur place. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup. C'était très intéressant, votre appréciation, effectivement, de cette réalité, donc, sur les campus, sur une partie des campus américains. Comme effectivement, vous l'avez souligné, il faut remettre une sorte de proportion plus exacte à ce qui se passe sur les campus. Ce n'est pas sur tous les campus et ce n'est pas même sur l'ensemble des campus de toutes les universités américaines. Ça touche beaucoup, comme l'a dit Simon Seroussi, qui fait une année on va dire sabbatique à Harvard, qui nous a expliqué que c'était surtout sur les premières années et les premiers cycles et pas chez les voilà. Ils vont l'âge du lycée. Il faut le prendre comme ça. Voilà. Merci beaucoup Myriam d'avoir accepté de répondre à nos questions au lendemain de cette fête de Pessah. Merci et bonne journée, bonne continuation. À bientôt. À bientôt, Daniel.